Un vieil homme, Marian Kowalewski, 81 ans, avait vécu une longue vie pleine de défis, mais aucun de ses voisins et de ses proches n'aurait pu prédire qu'il commettrait l'un des crimes les plus brutaux et les plus inexplicables. Il a étranglé sa femme alitée, avec laquelle il vivait depuis plus d'un demi-siècle. Qu'est-ce qui a poussé cet homme, qui avait subi tant d'épreuves, à commettre un acte aussi horrible? Était-ce la conséquence du désespoir, des années de souffrance accumulées, ou l'éveil en lui de forces obscures cachées derrière les longues années de soins prodigués à sa femme malade? La tragédie qui s'est jouée dans leur maison a ébranlé toute la ville, amenant chacun à s'interroger. Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer celle qu'il a juré d'aimer et de protéger jusqu'à la fin de ses jours? Marian était un homme qui avait vécu une vie longue et mouvementée. Au cours de ses 81 ans, il a vu le monde changer autour de lui. Mais une chose est restée constante, son amour pour sa femme, Eleanor. Ils sont restés ensemble pendant plus de 6 décennies, traversant toutes les épreuves de la vie, main dans la main. Mais au fil des années, le poids de l'âge a commencé à peser sur eux, et leur amour, autrefois vibrant, a commencé à s'étioler. Eleanor, qui était autrefois une femme pleine de vie et de rire, est tombée dans un profond déclin. Une série d'attaques cérébrales la laisse partiellement paralysée et alitée, incapable de s'occuper d'elle-même. Marian, qui s'était toujours enorgueillie de sa force et de ses capacités, s'est soudain retrouvée dans le rôle d'aidant. C'est une situation qu'il n'avait pas imaginée et à laquelle il a eu du mal à s'adapter. La petite chambre, encombrée qu'il partage, ressemble plus à une prison qu'à un sanctuaire. L'équipement médical entourait le lit d'Eleanor et chaque bip des machines était un rappel constant de la détérioration de son état. Marian s'assoit souvent dans le fauteuil usé, à côté d'Eleanor, le regard perdu dans le mur, et sent un désespoir dévorant l'envahir. Au début, Marian avait fait de son mieux pour faire la cour à Eleanor. Il avait appris à changer ses draps, à lui donner des médicaments et même à préparer des repas qui pouvaient être consommés au lit. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la pression de ces nouvelles responsabilités commençait à se faire sentir. Marian s'emportait souvent contre Eleanor, la frustration remontant à la surface alors qu'il se débattait avec des tâches qui lui avaient semblé si simples auparavant. Il ne comprend pas pourquoi elle ne va pas mieux, pourquoi elle est si impuissante. L'amour qui avait jadis fleuri entre eux ne semblait plus qu'un lointain souvenir, éclipsé par le ressentiment et la fatigue. L'isolement pèse lourdement sur Marian. Ses amis s'éloignent peu à peu, leur propre vie les absorbant, et il se retrouve seul face à cette nouvelle réalité. Il se languit de la compagnie qu'ils avaient autrefois partagée, des rires qui remplissaient de leur maison. Aujourd'hui, ils sont remplacés par le silence pesant de leur maison autrefois animée. Alors que Marian s'asseyait dans le fauteuil, les ombres s'épaississaient dans la pièce. Il commença à se sentir pris au piège, comme si les murs se refermaient autour de lui. Les appels à l'aide d'Eleanor résonnaient dans son esprit, et il commença à lui en vouloir de ne pas pouvoir contribuer à leur vie. Il commença à lui en vouloir d'avoir besoin de lui, d'être l'encre qui le tirait vers le bas. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Marian atteint le point de rupture. Il s'assit dans la faible lumière de leur chambre et regarda Eleanor, qui était allongée dans son lit, immobile, les lumières des machines jetant une lueur étrange sur sa frêle silhouette. Un flot d'émotions le submergea, le transformant en quelque chose de sombre et de méconnaissable. Alors qu'il la fixe, une pensée fugace lui traverse l'esprit, qu'il s'efforce de repousser. Mais elle persistait, comme une ombre se glissant dans les recoins de son esprit. Et s'il pouvait être libre, s'il pouvait se libérer du fardeau de s'occuper d'elle? Cette pensée le terrifiait, mais en même temps, elle exerçait une étrange attraction.
Marianne sentit les murs de la pièce se resserrer autour de lui, et il serra les poings, essayant de chasser ses pensées lugubres. Mais elles ne disparaissaient pas, et le rongeaient. Assis là, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il perdait pied avec la réalité, que les ténèbres commençaient à s'infiltrer dans son âme. Les jours se transformèrent en semaines, et l'état mental de Marianne continua à se détériorer. Le stress lié à la prise en charge d'Elénore s'évanouit dans une colère sous-jacente qui s'envenime à l'intérieur de lui. Il se sentait comme un prisonnier dans sa propre maison, enchaîné par le poids de ses responsabilités. La tension constante et le manque de sommeil avaient épuisé sa patience, ne laissant derrière eux que frustration et amertume. Elénore, inconsciente de la confusion qui régnait dans le cœur de Marian, continuait d'exister dans son état fragile. Ses yeux, autrefois remplis de chaleur et d'amour, fixaient maintenant le plafond, dépourvu de vie. Marianne ne peut plus la regarder. Chaque fois qu'il voyait son corps frêle, allongé dans son lit, la colère montait en lui. Il s'est retiré encore plus loin, évitant les amis et la famille qui lui proposaient leur aide. Il ne voulait pas de leur pitié. Il ne voulait pas entendre les murmures inquiets qui l'entouraient. Plus il s'éloignait, plus il se persuadait qu'il était seul dans cette lutte, que personne ne pouvait comprendre la profondeur de sa douleur. Le tournant s'est produit au cours d'une soirée étouffante du mois d'août. Marianne était rentrée chez elle après une journée particulièrement épuisante, ayant passé plusieurs heures à l'hôpital à défendre Elénore. Il entre dans la maison, l'air est chargé d'humidité et de la lourdeur oppressante du désespoir. Alors qu'il se dirigeait vers la chambre à coucher, il vit Elénore allongée dans son lit, fixant le plafond d'un regard vide, de la salive coulant du coin de sa bouche. À cette vue, il sentit quelque chose en lui se renverser. À ce moment-là, il ressentit une poussée de colère si forte qu'elle lui coupa le souffle. Pourquoi ne peut-elle pas se battre? Pourquoi doit-elle l'être comme ça? Alors que ces questions faisaient pâté-rage dans son esprit, il ramassa le vieux cordon téléphonique qui se trouvait sur la table de nuit et sentit le plastique froid dans ses mains. Il s'est tenu au-dessus, le poids du monde pesant sur ses épaules, et à ce moment-là, il a fait un choix. L'obscurité qui s'était installée dans son esprit s'est enfin libérée, et il a senti un sentiment de clarté l'envahir. Il pouvait en finir. Il pouvait enfin être libre. Alors qu'il resserrait les liens autour de la gorge d'Elénore, un calme troublant l'envahit. Elle luttait pour respirer. Ses yeux s'écarquillaient de stupeur. Mais Marianne éprouvait un étrange sentiment de soulagement. Il prenait sa vie en main, se libérait du fardeau qui le retenait depuis si longtemps. La lutte ne dura que quelques instants, mais pendant ces secondes, le cœur de Marianne battait à la fois de peur et d'allégresse. Lorsqu'il relâcha la corde et recula, il la vit s'effondrer sur les draps, la vie lui échappant. La réalité de ce qu'il avait fait le frappa d'un raz-de-marée de regrets et d'horreur. Il se figea sur place, fixant la silhouette immobile de la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années. La chaleur du moment devint froide, et le poids de ses actes s'imposa à lui. Qu'avait-il fait? Dans sa quête de liberté, il avait brisé les liens qui les avaient un jour unis par l'amour. Une fois le choc de son acte passé, Marianne sortit de la chambre, en titubant, des émotions contradictoires se bousculant dans son esprit. Il ressent un immense soulagement mêlé à un sentiment obsédant de culpabilité qui menace de le consumer tout entier. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire et, en même temps, une partie de lui se sentait libérée. Après avoir pris conscience de la gravité de son acte, Marianne s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'abandonner aussi facilement. Ayant pris la décision de dissimuler les traces du crime, il a soigneusement réfléchi à chaque étape. Tard dans la nuit, à la lumière d'une faible lampe, il a enveloppé le corps d'Elénore dans une vieille couverture. Sur ses mains tremblantes et son front en sueur,
on pouvait lire la lutte qu'il menait, la peur et la tension mêlées à une sinistre détermination. Soulevant son corps sur ses épaules, il sortit lentement de la maison, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait vu. Marian se dirigea vers la forêt dense qui se trouvait non loin de leur petite maison. Là, au milieu des buissons et des arbres, il trouva un endroit isolé où la lumière pénétrait à peine à travers le feuillage. Il apporta avec lui une vieille bêche et commença à creuser. La terre, humide à cause de la pluie récente, était lourde et collante, mais Marian, bien que difficilement, continua. Chaque mouvement de la pelle lui donne du fil à retordre, mais il ne peut pas s'arrêter. Il est allé trop loin. Après plusieurs heures, fatigué et épuisé, il finit enfin de creuser le trou. Après avoir descendu le corps d'Éléonore dans le trou, il regarda autour de lui, corrigea la terre pour qu'il n'y ait plus de traces visibles et recouvrit l'endroit de buissons et de branches. Ce n'est qu'à ce moment-là que Marianne se retourna et marcha lentement vers la maison, laissant un terrible secret dans les bois. Immédiatement après la soudane de l'enterrement dans la forêt, Marianne rentre chez lui, secoué et épuisé. Il se rend compte que ce qu'il a fait est irréversible et tente d'étouffer sa culpabilité en se disant qu'il a fait ce qu'il pensait être juste. Le lendemain, il a repris son train-train quotidien en essayant de ne pas se faire remarquer. Il se rendit au magasin local, acheta des provisions, notamment du pain frais et du lait, et salua ses voisins avec un sourire crispé. Lorsque l'un d'entre eux lui a demandé poliment comment allait Éléonore, il lui a répondu calmement mais distraitement qu'elle était allée se faire soigner chez ses proches. Vivre une vie familière s'est cependant avéré beaucoup plus difficile que ce qu'il avait prévu. Chaque fois qu'il entendait le craquement des lattes du plancher ou le choc du couvercle de la poubelle à l'extérieur, son corps se figeait involontairement de peur. La nervosité constante était implacable et, pour se débarrasser de la tension, il a commencé à éviter de fréquenter des gens afin de ne pas s'exposer à des questions inutiles. La nuit, les lumières de sa maison étaient souvent éteintes et il s'efforçait de ne pas attirer l'attention. Mais pour les voisins et les amis qui connaissaient Marianne depuis des années, son comportement semblait étrange et inquiétant. Au fil des semaines, les voisins n'ont pu s'empêcher de remarquer un changement chez Marianne. Habituellement amical et extraverti, il s'est soudainement replié sur lui-même, s'est éloigné des gens et a cessé de sortir. Une voisine, Madame Brown, remarque parfois sa silhouette derrière une fenêtre à rideaux et, comme elle le dira plus tard à la police, il restait là, presque immobile, comme s'il regardait ce qui se passait. Quelques amis parvinrent à le rencontrer lorsqu'il sortait rarement pour faire ses courses ou aller à la banque, mais ils constatèrent eux aussi qu'il était devenu sombre et nerveux. Lorsqu'on l'interroge sur Éléonore, il détourne le regard, parle vite, tente de changer de sujet. Des rumeurs sur l'état de santé de Marianne commencèrent à se répandre, et bientôt tout le voisinage discuta des raisons pour lesquelles il était devenu si secret et si peu sociable. Les voisins ont d'abord mis cela sur le compte de l'âge ou d'une dépression sénile, mais au fil du temps, les soupçons se sont renforcés. Personne n'a vu sa femme depuis des semaines, et les voisins qui étaient en bons termes avec Éléonore ne comprennent pas pourquoi elle est soudainement partie chez ses parents, sans dire au revoir à aucun d'entre eux. Chaque jour, Marianne a de plus en plus de mal à garder son calme. La nuit, il se tourne et se retourne pendant de longues périodes, incapable de trouver sa place dans le lit. Il lui semblait que quelqu'un tapait aux fenêtres, et il entendait des bruissements dans le silence, bien qu'il s'agisse peut-être d'imagination. Parfois, il frissonnait en entendant une voiture passer ou des chiens aboyer sous la fenêtre, et il se surprenait de nouveau à penser à ce qu'il avait fait. Il commença à faire des rêves dans lesquels il voyait Éléonore
déformé par l'horreur, l'appelant par son nom. Se réveillant avec des sueurs froides, il a peur de se rendormir, peur de se retrouver à nouveau dans la forêt, où il a caché les traces de son crime. Son ami d'enfance, Robert, rencontré par hasard dans la rue, sent que quelque chose ne va pas. Il s'enquiert de son état de santé, s'inquiète de sa pâleur et de son visage tombant. Marian, évitant son regard, le salue d'un sourire gêné, ce qui ne fait qu'accroître les soupçons de Robert. Le soir même, après en avoir parlé à sa femme, il décide d'alerter la police pour savoir si son vieil ami et sa femme vont bien. Quelques jours plus tard, la police frappe à la maison de Marian. Ils n'ont aucune charge sérieuse, mais les voisins et les amis s'inquiètent de l'absence d'Elénor et de l'état de Marian. Il ouvre la porte, les regardant avec une expression que l'on peut difficilement qualifier de cordiale. Les policiers, après s'être présentés, lui demandèrent poliment où se trouvait sa femme. Marian respire profondément et les images de cette nuit lui reviennent à l'esprit. Après avoir repris courage, il répète l'explication apprise par cœur. Elénor est allée se faire soigner chez ses parents. Les policiers acquiescent poliment, mais leurs doutes ne font que se renforcer. Ses paroles semblent peu convaincantes, et ses yeux sont pleins d'anxiété et de nervosité. La police a ensuite contacté les parents présumés d'Elénor, qui ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas vue et qu'ils ne savaient rien du prétendu traitement. Cela a renforcé les soupçons et les inspecteurs sont retournés voir les voisins pour les interroger sur le comportement de Marian. Plusieurs d'entre eux ont déclaré l'avoir vue la nuit près des bois, portant une sorte de paquet. Les soupçons se sont accrus et les inspecteurs ont organisé une recherche plus approfondie dans les bois près de la maison de Marian. Après plusieurs jours de recherche, ils sont tombés sur une tache détachée sous des buissons qui avaient manifestement été dérangés récemment. En découvrant l'endroit, les policiers ont été horrifiés de trouver le corps d'Elénor enveloppé dans la couverture dans laquelle elle avait passé les dernières minutes de sa vie. Lorsque la police a fait part à Marian de cette découverte macabre, il a compris qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Assis à une table dans la salle d'interrogatoire, il était d'abord resté silencieux, fixant ses mains. Les inspecteurs attendent, ne posent pas de questions inutiles, et peu à peu, ses défenses s'effritent. Après un long silence, il parle enfin, la voix à peine audible et les yeux remplis de la gravité de ce qu'il a fait. Marian avoua que les derniers mois avaient d'abord été un calvaire sans fin, que s'occuper d'Elénor lui avait demandé toutes les forces qu'il lui restait. Il raconta comment la fatigue et le désespoir s'étaient progressivement accumulés, comment le fardeau solitaire de la prise en charge de sa bien-aimée s'était transformé en un sentiment de désespoir et de ressentiment. À un moment donné, il a craqué, et ce poids insupportable l'a poussé à commettre un acte terrible. Assis devant les inspecteurs, il s'est couvert le visage de ses mains et a dit calmement « Je ne le voulais pas, je voulais juste en finir ». Le procès a suscité un tollé général. L'accusation s'est appuyée sur les témoignages des voisins, les preuves trouvées et les aveux de Marian. Sa défense a tenté de faire appel à son âge et à son stress, en soulignant l'épuisement émotionnel et physique causé par la prise en charge de sa femme gravement malade. Les avocats de la défense ont demandé une réduction de peine, insistant sur le fait que Marian avait dû être victime de circonstances qui avaient brisé sa volonté. Néanmoins, le tribunal l'a déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Le procureur a insisté sur le fait que, quelles que soient dans les circonstances, Marian avait la possibilité de chercher de l'aide ou de demander le soutien de ses proches, mais qu'il avait choisi une autre voie, mettant ainsi un terme définitif à leur longue vie commune. Le tribunal a condamné Marian Kowalewski à 20 ans de prison. Compte tenu de son âge, ce jugement signifiait qu'il passerait le reste de ses jours en prison. Après l'annonce du verdict,
la salle d'audience est tombée dans le silence, et Marianne est restée assise, comme privée de force, et brisée par son destin. Cette histoire tragique a secoué toute la ville, faisant réfléchir les gens sur la façon dont la solitude et le désespoir peuvent pousser une personne à des mesures extrêmes. Les voisins et les amis discutent longuement de la façon dont un homme connu pour sa gentillesse et sa bienveillance a pu en arriver à un acte aussi terrible. Les habitants de la ville n'arrivaient même pas à comprendre que leur voisin âgé et tranquille, si dévoué à sa femme depuis tant d'années, ait pu commettre un tel crime. C'est tout pour l'instant. Donnez un pouce en l'air si vous l'avez apprécié et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.